Monsieur Oscar Damour, juge à la retraite, alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cet entretien. C'est avec plaisir que j'ai accepté. Alors peut-être pour débuter, si vous nous faisiez un petit tour d'horizon de votre carrière qui vous a conduit jusqu'à la magistrature. Alors au départ, quand j'ai fait mes études classiques à Rimouski, on avait des conseillers en orientation. Et après avoir passé devant le conseiller, alors il me recommandait le service social. Il semblait que c'était ma branche, ma force. Alors j'ai fait mes études en service social à l'Université de Montréal. Et en 1966, je suis retourné dans le bas du fleuve. Je suis originaire de la région de Trois-Pistoles. Alors, je suis retourné au service social diocésain de Rimouski, où j'ai travaillé à Matane jusqu'en 1970. Pendant cette période-là, j'ai rencontré des problèmes sociaux, j'ai vu aussi des difficultés que les gens vivaient, et il me manquait une chose. Alors, j'ai décidé d'aller faire mon droit. Parce que l'approche au niveau des problématiques sociales n'était pas toujours connue de l'ensemble du public. Alors, je suis retourné, je suis revenu à Montréal, j'ai fait mon droit. Sauf erreur, vous avez été le premier, vous êtes le premier à avoir fait ce saut-là entre le social et le juridique? Non, il y avait une autre personne avant moi qui était Maître Monique Perron. Elle travaillait au ministère du Bien-être social et elle avait la double formation. Mais on était dans les premiers. Alors à ce moment-là, j'ai fait mon droit, mais avec l'idée de revenir dans le domaine social. C'était une profession ou une connaissance que j'ajoutais à ce que j'avais. Alors, je suis venu faire mon stage à la Société d'adoption. Il y a eu la fusion des services sociaux et on a incorporé la Société d'adoption et de protection de l'enfance où je travaillais et on a fait on a constitué un contentieux. C'était avant le CSSMM ou c'est au moment de la création du CSSMM? C'est que j'étais à la Société d'adoption avant la création du CSSMM. Mais au moment de la fusion, le service légal est devenu partie prenante ou partie du CSSMM. Et en 1975, j'ai été nommé directeur du contentieux. Et j'ai été là jusqu'en 1985 où j'ai postulé pour la fonction de juge et j'ai été nommé. Si on revient à ce moment-là au contentieux, au moment où vous contribuez à créer le contentieux, en tout cas le premier contentieux précédent le CSSMM et ça devient le contentieux du CSSMM, comment vous comparez avant et après le moment là, de la création d'un contentieux? C'est à quoi la place du juridique qu'il y avait chez les intervenants sociaux et après, avec la création qui faisait quoi là-dedans? Qui apportait quoi? C'est qu'avant la création des CSS, c'était des agences sociales, surtout c'était des agences diocésaines, sauf pour certaines régions comme Montréal, Québec. Dans les autres régions, c'était les services sociaux, le service social diocésain. Quand on arrive avec la fusion, quand on arrive avec la loi sur les services de santé et les services sociaux, les services sociaux ne sont plus des services accessoires, mais les services sociaux deviennent des services institutionnalisés. Et là, une série de réglementations qui apparaît, de nouvelles lois, et aussi les services sociaux s'avancent et demandent des modifications aux législations. Et effectivement, dans les années 72 jusqu'à 77, les services sociaux seront partie prenante avec les intervenants sociaux pour demander des modifications ou la création d'une nouvelle loi de protection. Avant qu'on aborde cet aspect-là là, des changements, vous avez parlé de passer de l'accessoire à l'institutionnel. Ça veut dire quoi? En tout cas, c'était pas des services institutionnalisés, c'était pas nécessairement un droit, c'était la charité. C'était la dimension charité
qui avait commencé dans les années 1920, c'était l'Église, et en 1945, c'était les évêques qui vont créer les agences sociales. Et après, l'État va subventionner et va aussi créer des services par une législation qui va être la loi sur les services de santé et les services sociaux. C'est là que ça devient institutionnalisé. Bon. Et là, on est partie prenante. Là. Alors, c'est ça. Là, on revient là, à cet aspect-là. Comment, à ce moment-là, les acteurs comme vous, là, qui êtes en action avec l'aspect social, donc l'intervention sociale et de réadaptation, vous influencez l'évolution de la législation là, concernant les enfants et les adolescents? À ce moment-là, le service, c'est-à-dire que le contentieux, va être en soutien aux intervenants sociaux, parce que la majeure, c'est l'intervention sociale. Et on est là pour supporter l'intervenant social et aussi, des fois, exécuter des mandats à la demande des intervenants sociaux. Alors, ça va être une nouvelle façon d'approcher. Autre élément, c'est que compte tenu qu'il y a des avocats à l'intérieur des centres de services sociaux, on va recueillir des données qui vont nous permettre d'accompagner les institutions dans des commissions parlementaires pour changer. Alors, comme par exemple dans les lois de protection de la jeunesse, de celle de 72 jusqu'à 1977, les intervenants sociaux, les fédérations étaient toujours accompagnés de procureurs qui expliquaient les besoins. Et ce qui était important aussi, c'est qu'on ne travaillait pas pour l'établissement, mais on travaillait pour des bénéficiaires. Et ça, c'était une philosophie qui était super intéressante là, pour un juriste. On travaillait en collaboration avec les intervenants sociaux. Et on essayait d'aider au niveau de la solution des problèmes là, qui se présentaient. Ça, est-ce que c'était une pratique ou c'était même enchâssé, je ne sais pas, administrativement, qu'il y avait cette indépendance-là entre le contentieux, donc ses avocats, et la gestion, là, disons, de l'institution? On a toujours respecté le rôle de l'avocat à l'intérieur du CSS. Et les avocats respectaient aussi la mission des intervenants sociaux. C'était, comme le disait, je pense c'est De Gaulle, c'est non-ingérence, mais non-indifférence, de part et d'autre. Et c'était à ce moment-là, quand on recevait des mandats, par exemple, les intervenants sociaux avaient un problème particulier en matière d'adoption. Et à ce moment-là, on allait le défendre, l'exposer. On donnait la matière et on attendait, les pouvoirs judiciaires prenaient les décisions à cette époque-là, mais en tenant compte d'une connaissance globale, tant du droit que des réalités sociales. Dans toute cette période-là de votre carrière, donc, là, si on revient à l'influence que les avocats, que le contentieux, tout ça, ce que vous nous avez décrit précédemment, ont exercé, c'est quoi les grandes étapes, ou c'est quoi l'évolution, les grands moments d'évolution du côté juridique dans ce domaine-là que vous avez connu? Je pense c'est vaste. Oui, c'est vaste, mais je vais l'illustrer par une situation. Les intervenants sociaux qui travaillaient, par exemple, à la société d'adoption ou qui œuvraient aussi au CSSMM dans cette division-là, rencontraient beaucoup de problèmes. Des gens qui avaient été adoptés, qui voulaient retracer leurs parents biologiques. Et il y a aussi des parents biologiques qui disaient est-ce que c'est possible de rencontrer mon enfant qui a été adopté en telle année? La loi ne le permettait pas. Sauf qu'il y avait une certaine discrétion, il y avait une disposition dans la loi d'adoption qui permettait une intervention judiciaire dans certaines situations. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, fort des demandes des intervenantes sociales, on a soumis le dossier à la Cour. Et le juge, s'étant assuré de la protection des droits de toutes les parties, rendait une décision, mais après examen. Et ça a fait en sorte que on a trouvé des solutions.
ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, puis ça n'a pas été le désastre. Il y a des gens qui étaient malades, il y avait des maladies héréditaires. Alors, on a pu aider les gens à solutionner ce problème-là. Et avec la connaissance, le CSSMM a fait une étude de ces dossiers-là et a permis de mettre à jour les réalités, et ce qui a fait que le gouvernement, éventuellement, a changé la législation, l'a assoupli, puis a continué. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus clair, la situation. Alors, il y a des gens qui ont vécu des drames terribles, et c'est pas parce qu'ils n'adoraient pas leur enfant, c'est qu'il y a l'encadrement social ne leur permettait pas de le garder. Puis au niveau des droits de l'enfant, qu'est-ce que vous voyez comme évolution, comme grande étape de changement pendant votre carrière? Oui. Bien, si on examine ça aujourd'hui, je dis, les gros changements ont commencé en 1979 avec une recommandation aux Nations unies de faire une étude sur le droit des enfants. En 1989, ils ont sanctionné, ils ont voté la Convention relative aux droits de l'enfant. Et ça a donné une toute autre dimension au niveau des droits des enfants. Dans le passé, au début du 20e siècle, le père était détenteur de la puissance paternelle. En 1977, ils ont changé. Ils ont dit, bien, on va parler de l'autorité parentale. Et l'autorité parentale qui devait être exercée par les deux parents. Alors, en 1979, les Nations unies commencent l'étude de la situation des enfants. Et en 1989, ils votent, c'est-à-dire qu'il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. Et ça change toute la façon de voir. C'est que les enfants ont des droits, les parents ont des obligations. Et l'État a aussi des obligations de faire en sorte que les parents puissent continuer à assumer leurs obligations à l'égard des enfants. Alors, tout change, là. Et ça, on peut dire que ça, c'est le cadre là, fondamental sur lequel tout le reste là, maintenant va se bâtir. Il y a 194 pays aux Nations unies, mais il y en a 193 qui ont signé cette convention-là. Donc, on est à peu près au même diapason, mais pas au même diapason. On n'est pas au même niveau d'organisation. Mais ça a été vraiment le changement. Et ça a été, avec les lois de protection, le rôle du directeur de protection de la jeunesse. Et au départ aussi, en 1974, quand on a trouvé un enfant dans un garde-robe, si je peux dire. Là. Et il y avait un professionnel qui était au courant de cette réalité-là, mais en raison de son secret professionnel, il ne pouvait pas le divulguer. Alors, le 28 décembre 1974, il y a eu une loi obligeant la déclaration de ces enfants-là. Et les professionnels étaient libérés de leur obligation secret professionnel dans ces situations-là. Alors, ça, c'est tout ce changement-là. Et ça va apparaître de 65, moi je me dis, jusqu'à 89, ces changements-là. Alors, aujourd'hui, on en bénéficie. Vous avez parlé des Nations unies, donc de l'international. Je sais que vous êtes actif, je pense encore un peu au niveau international, où vous avez donné des formations, vous participez à des organisations. Parlez-nous un petit peu de cet aspect-là de votre vie professionnelle. C'est un long cheminement pour amener tous les gens à penser de la même façon. Puis c'est que au niveau des Nations unies, c'est un lieu d'échange, c'est pas un lieu de décision, selon moi. Il faut que les gens exposent, les gens, et puis ils ont une section décisionnelle, une partie décisionnelle, mais c'est pas au niveau des droits des enfants. Mais à l'heure actuelle, c'est que ce que les Nations unies ont fait, c'est vraiment mettre la table pour faire en sorte que chaque pays puisse prendre ses décisions. Et ils ont aussi, en plus de la Convention, il y a eu des règles qui ont été édictées pour permettre de plus préciser certains droits. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin. Les régions, par exemple, l'Europe va créer des règles, des directives. En termes plus clairs, c'est
des normes qui vont s'appliquer à l'ensemble d'une région de pays, comme l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et le Canada et le Québec, on a adhéré à la Convention relative aux droits des enfants. Alors, nos lois sont inspirées de ces conventions-là. Et on a même incorporé dans le Code civil et dans la loi sur la protection de la jeunesse que l'intérêt de l'enfant et la mesure des décisions le concernant. Alors, l'enfant doit être entendu, là, et c'est la règle qui est plus générale, qui doit être appréciée suivant les circonstances, mais ça permet de tenir compte de beaucoup d'éléments. Alors ça, c'est l'aspect international. Comment ça vient nous influencer ici? Comment on y participe? Puis est-ce qu'il y a eu un apport particulier du Québec en retour à cet aspect international? Qu'est-ce que le Québec a apporté? Qu'est-ce que l'expérience québécoise a apporté à ce niveau-là? Le Québec va être consulté à un certain moment donné pour notre statut particulier, si je peux dire. C'est que on est une sorte d'inspiration européenne, mais on est près des États-Unis. Alors, pour les autres pays, ça fait le Québec a une double culture. Parce que la base du droit est du droit britannique. Et le droit criminel, c'est le principe non, la personne n'est pas obligée de déclarer coupable, elle se déclare non coupable et c'est au ministère public de faire la preuve. Alors, cette façon de procéder, avec aussi notre élément d'histoire européenne, on peut apporter à ce moment-là des pistes de solutions pour les autres pays. Et il faut aussi penser que nous, dans la création de nos lois, au niveau de la protection de la jeunesse, surtout au Québec, on est inspiré par la Belgique. Alors, alors c'est ça, c'est que... Qu'est-ce qu'on a pris comme... Qu'est-ce que ça nous a inspiré? C'est que la Belgique a établi, par exemple, une structure de protection des enfants. Le directeur, le signalement, des tribunaux spécialisés. Donc, au niveau du fonctionnement de la mise en place. Puis, mais la Belgique a été, selon moi, dans les premières organisations à développer la structure que l'on a parce qu'on est inspiré de leur législation, tant celle de 1944 que celle de 1977. Vous êtes intervenu, je pense que vous avez œuvré aussi au niveau africain. Oui, je suis allé. Ils ont fait appel un peu à vos compétences et votre expérience. Oui, c'est intéressant parce que on enseignait à des francophones. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était en collaboration avec les magistrats suisses et belges. Mais notre expérience de droit britannique, c'est-à-dire que, surtout la procédure en droit criminel, c'était intéressant pour eux autres de voir comment ça fonctionnait et comment les polices pouvaient avoir une certaine discrétion, comment on devait se conduire lorsqu'on arrête un enfant. Alors, c'est que le droit d'être... ses parents avaient le droit d'être informés, ils avaient le droit d'aller devant un juge dans un délai très court, et on ne pouvait pas le laisser poireauter, si je peux dire, là, sans que sa situation soit prise en charge et clarifiée. Ce qui nous amène peut-être à parler un peu aussi des jeunes contrevenants, parce qu'on a parlé plus là, de protection de l'enfant. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution à ce niveau-là, au niveau des jeunes contrevenants, de la délinquance pendant votre carrière? C'est que le respect de la procédure, le respect des droits fondamentaux, c'est qu'en 1982, il y a eu la Charte canadienne des droits. En 1975, il y a eu la Charte québécoise, mais quand la Charte des droits la Charte des droits canadienne a été incorporée dans la Constitution, il a fallu changer aussi la loi sur les jeunes délinquants pour faire en sorte que l'on respecte
tant pour les enfants que pour les adultes, les droits constitutionnels. Alors, il y a eu un gros changement, un partage de responsabilités, une déjudiciarisation, une intervention sociale préalable et ensuite un hébergement ou un placement lorsque c'était nécessaire. Mais il y avait aussi les intervenants sociaux qui faisaient rapport à la Cour. Et je pense qu'il n'y avait pas de décision au niveau du placement en centre d'accueil sans qu'il y ait eu un rapport. Alors, ça a été un respect des droits des enfants. Et ça, c'était notamment en relation aussi avec la Convention relative aux droits de l'enfant qui va arriver en 89. Mais ici, la démarche a été faite en 1982 au départ. Est-ce que je peux oser vous demander ce que vous pensez de l'évolution actuelle ou des tendances qu'on peut voir maintenant à ce niveau-là? J'ai toujours pensé que l'enfant avait besoin d'être écouté puis d'être jugé de façon à ce qu'il puisse évoluer à nouveau puis d'être un acquis au niveau d'une société. Est-ce que pour faire ça, il faut absolument l'emprisonner? Je laisse les experts en discuter. Vous êtes sage. Avant qu'on mette fin à l'entrevue, je voulais absolument parler aussi de votre participation, votre rôle. Je pense que même vous en avez été fondateur là, de la Fondation Charles Coderre. Qu'est-ce que c'est que la Fondation Charles Coderre? Ça répond à quoi? Ça vise quoi? Vous faites Qui est Charles Coderre? Oui. Charles Coderre a été le premier avocat à œuvrer à temps plein dans une agence sociale. Vous savez que le contentieux du CSSMM origine du service légal qui existait à la Société d'adoption. Et ça a commencé le 1er août 1963. Cette année, ça fait 50 ans que c'est fait. Et Charles Coderre était à ce moment-là le conseiller juridique pour la Société d'adoption. Et moi, j'ai fait mon stage, il était mon professeur de stage. Et quand je suis arrivé au CSSMM, je me suis souvenu qu'à l'université, il y avait beaucoup de prix pour les lettres de change, les compagnies, les procédures, mais il n'y avait rien au niveau du droit social. Et le droit social, toutes les législations, l'aide juridique et autres, c'était dans les années 60 et fin 60, les années 60, début 70. Et je voulais que l'on puisse réfléchir sur la notion de droit social. La meilleure façon, c'était de le faire avec les universités. On a créé en 1979 le prix Charles Coderre pour l'avancement du droit social. Il y a des questions qui étaient posées à chaque université. C'était une question par année dans toutes les facultés de droit. Et au mois de juin, il y avait un jury qui était formé de 2 juges, un juge de la Cour supérieure, un juge du tribunal de la jeunesse, de 2 intervenants sociaux et d'un juriste, d'un avocat. Et de 1980 à 1998, il y a différentes questions qui ont été posées qui devaient toujours être appréciées en fonction à la fois du domaine social et à la fois du domaine juridique. Parce que le droit est là pour aider. On ne détruisait rien, on créait ensemble. Et ça a donné, par exemple, plusieurs des gagnants des prix Charles Coderre qui ont fait des stages dans les CSS et qui sont demeurés comme procureurs par la suite. Et les travaux étaient publiés à chaque année. Alors, et moi, je vous dis personnellement, c'est quand j'ai travaillé d'un dossier ou d'un sujet, et si le sujet a été traité dans le cadre des prix Charles Coderre, je vais vérifier d'abord, là. Puis après ça, je continue. Et les professeurs de droit des universités Sherbrooke, Montréal, Laval, Ottawa, qui ont participé, et c'était des gens vraiment dédiés, là. Puis c'était des travaux vraiment extraordinaires. Ceci m'amène peut-être à la dernière question à mettre fin à l'entretien. Est-ce qu'une réalisation comme celle-là ou d'autres réalisations, ça fait partie des réalisations dont vous êtes le plus fier dans votre carrière?
Et ça, c'est une des belles créations. Parce que les gens aujourd'hui, il y en a qui sont juges, qui ont fait les prix Charles Coderre. Alors, je me dis, alors, ils étaient intéressés, ça a développé chez eux, ou chez elles, le désir de creuser ce domaine-là. Puis, ça a donné des résultats. Monsieur le juge Oscar Lamour, merci infiniment de l'entretien que vous nous avez accordé. Merci. Plaisir.